Dans ce tableau général qui renvoie donc un peu aux lacunes de notre documentation, eh bien, un thème comme celui des jeux et des sports étrusques est relativement privilégié. Je lis simplement ce qu'écrivait celui qui m'a appris les Étrusques en quelque sorte, il y a un demi-siècle, Jacques Ergon, qui avait écrit un beau livre sur la vie quotidienne chez les Étrusques. Il disait « Ce que nous savons peut-être de plus clair sur les mœurs des Étrusques, c'est à leur jeu que nous le devons, parce que sous la forme particulière de jeux funèbres, ils ont aimé les peindre sur les murs de leurs tombes ou les sculpter sur leurs cipes et leurs sarcophages. » Alors, c'est important parce que on a la grande peinture étrusque parce que les Étrusques ont eu l'heureuse idée de décorer leurs tombes souterraines, les hypogées de fresques, qui sont restées intactes jusqu'à ce que l'air pénètre dedans à différentes époques, mais surtout à l'époque récente. Alors que nous avons totalement perdu la grande peinture grecque correspondante. Elle existait, hein, il y avait de grands artistes, de grands peintres grecs, Apelle, Polygnote de Thasos et d'autres, mais comme c'était des peintures sur des édifices plus ou moins en plein air ou sur chevalet, eh bien cette peinture a entièrement disparu, ce qui n'est pas le cas des Étrusques. Et Stendhal, pour l'illustrer, parlait au XIXe siècle des petites caves peintes du Père-Lachaise de Cornetto. Cornetto étant le nom médiéval de Tarquinia, la grande ville étrusque, à 100 km au nord de Rome, qui a d'ailleurs retrouvé son nom étrusque aujourd'hui. Le Père-Lachaise, c'était le plus grand cimetière d'Europe au XIXe siècle, et c'était le cas de cette nécropole de Tarquinia, et c'est toujours aujourd'hui le pôle d'attraction touristique essentiel en Étrurie. Alors, pour en venir à cette question iconographique, si on prend l'exemple des fresques en particulier à Tarquinia, mais aussi à Chiusi, on constate que les motifs sportifs sont effectivement en très bonne place. Je ne commande pas ici l'usage du mot sport, parce que là aussi, ça pourrait nous entraîner très loin. Mais je parle de sport, je maintiens le terme de sport, contrairement à ce que faisait Jacques Ergon, qui était plus hésitant sur ce point. Les motifs sportifs sont en très bonne place, à côté des scènes de banquet, des scènes de... Alors, je voulais aborder un autre sujet, mais comme on a perdu un petit peu de temps, je voudrais le faire, que la signification de ces peintures. Certains ne veulent pas les renvoyer à la vie quotidienne. C'est toute l'interprétation des motifs funéraires. Et là encore, c'est un grand sujet. Oui, c'était pour vous montrer, c'est un sujet qui existe aussi pour Rome, par exemple. Là, un sarcophage romain, c'est un motif très fréquent, où on voit des amours en train de disputer une course de chars. Et il y en a un qui tombe, c'est ce qu'on appelle le naufrage, à tort d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Ça a souvent été interprété de façon symbolique comme représentant la mort prématurée d'un enfant. Ce sont des sarcophages d'enfants. Mais aussi, on peut l'interpréter de façon réaliste en disant que les courses de chars, les jeunes, les enfants aimaient beaucoup ça, comme aujourd'hui le foot, et donc c'est représenté sur son sarcophage pour illustrer ses goûts, ses passions. Donc voilà. Alors la troisième, elle viendra un petit peu plus loin. Donc moi je pense, moi je suis pour une interprétation réaliste. Je pense que ces peintures évoquent des jeux organisés lors des funérailles de la tombe, et les Étrusques avaient le même rituel que pouvaient l'avoir les Grecs, comme on le voit déjà dans l'Iliade avec le chant 23, c'est un rite de passage, et les jeux font partie de ce rite de passage. Et évidemment, ça concernait le mort, mais ça concernait aussi tout le clan familial qui trouvait dans ces jeux une sorte de réconfort dans ce moment de deuil. Pour le défunt, je passe aussi très vite là-dessus. Très souvent, il y a du sang versé et on parle justement de ce caractère violent
et ce sang permettrait aux défunts de vivre d'une vie au ralenti dans l'au-delà. Voilà toutes les interprétations que l'on peut donner. Et surtout, si on passe à la troisième, que vous avez montrée là à l'instant, donc il s'agit d'une tombe de Tarquinia qu'on appelle la tombe des augures à tort. On a pris pour un augure le personnage de gauche qui est un arbitre parce qu'il avait dans les mains quelque chose, un bâton qui ressemble à un litus, qui est l'emblème des augures. Et donc il y a eu une erreur complète sur ce point, mais c'est intéressant, c'est parce que l'interprétation religieuse est omniprésente. C'est-à-dire, en archéologie, quand on ne sait pas, on dit c'est religieux, c'est cultuel. Là, ça a été le cas aussi. Donc là, vous avez la tombe dite des augures. Ce n'est pas la seule. Elle date de 530 avant notre ère. Et à côté, alors vous ne le voyez pas parce que c'est effacé, mais à côté des athlètes, des lutteurs, il y a leur nom qui est peint. Et il y en a un qui s'appelle en étrusque Latité. Or, Latité, c'est un ethique, pour vous dire au passage que on ignore beaucoup de choses sur la langue, mais on comprend quand même pas mal de choses aussi. Il s'appelle Latité et c'est un ethnique, ça signifie en fait le latin. Et au passage, comme il s'agit d'un nom individuel, on voit bien qu'il s'agit de personnes de rang inférieur, serviles entre guillemets, et ça en dit long sur la différence entre le sport grec et le sport étrusque, sur le statut social des athlètes. Alors, est-ce qu'il venait vraiment du Latium? Est-ce que c'était un nom professionnel, un nom de guerre, parce qu'il aurait disputé pas mal de combats à Rome? Ça, on ne peut pas le savoir. C'est des choses qu'on a vues à de très nombreuses reprises, après tout, comme certains chanteurs encore aujourd'hui, mais je pourrais citer des cas de sportifs, portent des noms anglo-saxons pour montrer leur spécialité, alors qu'ils sont parfaitement français, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, qui s'appelle en réalité tout simplement Claude Moine. Hein. Bon, c'est pour vous donner des exemples que vous connaissez peut-être mieux que certains noms de sportifs du 18e ou du 19e siècle. Alors, ça, je crois que le fait qu'il y ait les noms comme ça de réels d'athlètes montre bien que c'était des personnages réels et ce n'est pas quelque chose de parfaitement illusoire et de parfaitement imaginaire, de parfaitement symbolique. C'est pareil dans le Satyricon de Pétrone ou Trimalcion, le héros demande à l'entrepreneur chargé de construire son tombeau de peindre sur celui-ci les combats de Pétréitès, qu'on connaît très bien par ailleurs, son gladiateur favori, afin, dit-il, d'avoir le bonheur de vivre après sa mort. Et je pourrais vous citer des tas d'exemples liés au football contemporain. Je tire en particulier d'un ouvrage du sociologue Christian Bromberger, qui a écrit un très beau livre sur le phénomène du supporterisme et qui parle de cette femme âgée tifosa de la Juventus, de la Juve, qui ne désirait qu'une seule chose dans son éloge funèbre, qu'on dise qu'elle avait été une fidèle supportrice de la Juve, hein, pour vous dire que c'est toujours des questions réalistes et qu'on les retrouve encore aujourd'hui. Alors, bien entendu, il s'agissait de jeux privés pour ces jeux funèbres. Ils étaient en partie semi-publics quand il s'agissait de magistrats. Évidemment, seuls les aristocrates pouvaient avoir des tombes peintes, ça coûtait très cher. Seuls 2% des tombes de Tarquinia portent des peintures. Mais si l'on prend, je crois, l'image suivante, malheureusement, moi, je n'ai plus la liste. Voilà. Ça, c'est un calque du 19e qui montre la tombe des Biges, toujours de Tarquinia, où on voit qu'il y a toute une série de personnages dans les tribunes, et ça montre que ça dépassait le cadre familial, que là, on était déjà dans un cadre semi-public. Peut-être c'était un magistrat, ça, on ne sait pas. L'autre point, alors,
c'est très intéressant parce que ces tribunes, ça date de moins 500, ressemblent tout à fait à celles que décrit Denis d'Halicarnasse dans un de ses livres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit la présence des femmes, parfois même au premier plan. Et ça encore, c'est un point important pour les Étrusques, la présence des femmes dans les tribunes, ce qu'évidemment, on ne pourrait absolument pas voir en Grèce, mais qu'on va retrouver à Rome ô combien. Et Ovide, par exemple, a bien insisté là-dessus, puisque le cirque, pour lui, c'est un des endroits où on peut draguer facilement, puisque hommes et femmes sont mêlés dans les tribunes. Alors, je vais un petit peu vite pour essayer de rattraper un peu le temps perdu. Je voulais ensuite vous parler de l'origine de ces jeux. Alors, là encore, il y a eu des discussions parce que beaucoup d'historiens s'appuient sur un texte d'Hérodote qui fait simplement remonter au VIe siècle avant la présence de jeux en Étrurie. Pourquoi Hérodote en parle? Parce qu'il s'agit des conséquences de la bataille d'Alalia qui a beaucoup marqué le monde méditerranéen et que les Étrusques auraient été consultés la Pythie à Delphes. Et ça nous renvoie aux années 540 avant notre ère. Mais en réalité, là, c'est un grécocentrisme qui règne un petit peu chez les étruscologues et chez les historiens d'une façon générale, surtout en matière de sport, alors qu'on sait par exemple par Tite-Live, au livre 1, 35-8, que Tarquin l'Ancien, le roi de Rome, aurait organisé des jeux à la fin du 7e siècle avant notre ère, et il parle du programme, ce qui est d'ailleurs tout à fait extraordinaire, en disant que ludicrum fuit equi et pugilesque, c'était des chevaux et des boxeurs, ex Etruria maxime acquiti, que l'on avait fait venir principalement d'Étrurie, ce qui montre bien que dès cette période, les Étrusques connaissaient des jeux et des sports. Et je vais vous montrer ensuite, je crois, 5 images qui nous renvoient à la fin du 7e siècle avant notre ère et qui nous montrent précisément des scènes de boxe. Là, vous le voyez sur un vase de Bouqueiro, la céramique nationale étrusque qui est malheureusement perdue en prêt. Voilà, une urne peinte avec, là encore, deux boxeurs vêtus d'un pagne, on reconnaît bien, toujours même date, la suivante. Voilà, un vase de Bouqueiro extraordinaire parce que ça représente des scènes. Je n'ai pas le temps de vous parler des circonstances de la découverte. Là, il vient de Cerveteri, de Caéré, et on voit des scènes avec Médée. Il y a Métaïa, on lit Métaïa. Eh bien, Métaïa, c'est le nom de Médée en étrusque. Les Étrusques ne connaissant pas les consonnes sonores comme le D, mais seulement les consonnes sourdes comme le T. Et je vous signale que en français, eh bien, nous dépendons des Étrusques, car notre alphabet, vous le savez peut-être, c'est ABC. Or, en grec, c'est alpha, bêta, gamma. Pourquoi C au son de K, comme dans cabane, et pas le G? Parce que les Étrusques sont passés par là et que le G a été transformé en la consonne sourde correspondante. Et ceci est un autre problème. Et si vous vous appelez Nicolas X ou Olivier Y, eh bien, c'est aussi aux Étrusques que vous devez. Avoir un prénom et un nom, ce n'est pas évident. Les Grecs, ce n'était pas le cas. Les Grecs ont un nom individuel et un patronyme. Philippe, fils d'Alexandre. Alexandre, fils de Philippe. Et il n'y a pas de nom gentilice qui court à travers les générations familiales. Alors oui, là on ne voit pas les boxeurs, vous allez me dire, mais
vous voyez, il y en a certains qui portent un tissu qui s'appelle canna. C'est peut-être le mot cannabis, le chanvre, un tissu en chanvre. Mais sur le dessin suivant, on va le voir, je crois. Voilà. Et là, vous voyez à gauche, en bas, 2 boxeurs. Alors, scène mythologique, mais encore une scène de boxe en Étrurie, cependant que Jason doit être en train de mijoter dans un chaudron devant Médée. Là, je ne suis pas sûr que je puisse tout vous faire comprendre tout, mais bon. Encore un vase du 7e, très intéressant parce qu'on voit 2 boxeurs avec accompagnement musical, avec un flûtiste, comme on dit souvent, un aulette en réalité, un tibiken en latin, qui était une des caractéristiques de la boxe étrusque qu'on connaît bien par plusieurs textes, c'est quand même étonnant, et par beaucoup de représentations. Je reviendrai dessus rapidement. Alors, voilà, la boxe, les Étrusques ont aimé surtout les sports de combat. La boxe n'est pas le seul sport, la seule compétition figurée. Vous avez là, dès le 7e siècle encore, un groupe de lutteurs malheureusement très abîmés. On voit que la main d'un des adversaires là complètement sur la gauche avec l'arbitre qui lui a été conservé un petit groupe de bronze. La popularité de la boxe, diapo suivante. Oui, bah, j'ai dû mettre ça parce que il y avait les boxeurs en haut, c'est la tombe des augures, les boxeurs en haut et les lutteurs en bas. Il me semblait. Bon. Donc là, c'est encore la tombe des augures. Ça vous montre une petite cave peinte de Tarquinia. En plus, il y a des oiseaux qui volent, alors évidemment, les augures. Oui, la suite, je ne sais pas pourquoi il y a tout ça. Oui, gros plan. Ah oui, on revient une seconde sur... je ne savais pas que j'en avais mis tant, là, des lutteurs. On revient une seconde sur... non, pas sombre. Là, c'est ce qu'on appelle un dinos, trouvé près d'Arezzo, qui représente encore 2 lutteurs. Donc, on voit quand même l'importance de la lutte en Étrurie. Je n'ai pas sauté une page en allant trop vite. Là. Oui, la suivante. Voilà un boxeur qui est dans la tombe des Olympiades. Il y a un problème là. J'ai un problème avec... Bon. J'ai un problème avec mes pages, là, c'est bizarre. Bon, enfin bon, c'était les sports de combat, donc on a vu ça. Donc on va continuer. Donc un boxeur. Là encore, toujours la boxe, l'entrée d'une tombe. Et vous voyez, 2 boxeurs qui sont un peu caricaturaux, mais qui sont de part et d'autre de la porte d'entrée pour menacer le visiteur indésirable, hein, en quelque sorte. Et vous voyez, vous pourriez dire, mais c'est complètement caricatural, ils ne sont pas très athlétiques, ils ont un ventre énorme. Et ça, c'était très important. On voit ça en Grèce aussi. Comme il n'y avait pas de catégorie de poids, seuls les athlètes lourds avaient quelques chances. Et comme les coudes étaient portés qu'à la tête, l'écrivain grec Philostrate, au IIIe siècle de notre ère, fait remarquer que, après tout, bon, être léger, agile, c'est très bien pour éviter les coups, mais avoir un ventre énorme, c'est pas si mal que ça, parce que c'est beaucoup plus difficile pour l'adversaire de vous toucher à la tête dans la mesure où la distance est
et plus grande. Alors, la suivante, puisque je suis un peu... Ah oui, justement, elle ne devrait pas se trouver là. Bon, ça, c'est pas... Bon, alors là, ce sont des stèles de Felsina, de Bologne, où il y a beaucoup de scènes de boxe également. C'est ce que je voulais montrer. Vous en avez une ici. La suivante, voilà, c'est le gros plan. Voilà encore une scène de boxe au milieu, avec un olette entre les deux. Et la suivante, là encore, des boxeurs au milieu à gauche. Et là, alors là, un des exemples les plus intéressants, ça c'est un vase à figure noire étrusque qui se trouve au British Museum. Vous avez, vous le voyez bien, une scène de boxe qui représente plus d'un quart du vase, avec les deux boxeurs affrontés, avec un soigneur avec son éponge et une petite fiasque d'huile derrière, un joueur d'oloï, de double flûte, comme on dit à tort, mais enfin bon, derrière lui, et l'arbitre avec sa longue baguette derrière. Donc là encore, on voit la scène de boxe est très importante pour les Étrusques. Et à propos donc de la musique, les auteurs anciens ont souvent relevé cette coutume des Grecs et ils voulaient voir là un signe de mollesse, un signe de ce qu'ils appelaient la truffée pour condamner les Étrusques qui auraient été un peuple plongé dans le luxe, la volupté et la paresse. En fait, c'est une attaque, une véritable calomnie, parce que la présence de la musique n'empêche pas la boxe d'être extrêmement dure, extrêmement violente. Et il suffit de penser encore aujourd'hui à la boxe thaï, la boxe thaïlandaise, qui est avec accompagnement musical et qui est une des plus violentes que l'on connaisse. Et même la suivante, voilà encore une fresque un tout petit peu plus récente, avec deux boxeurs et entre les deux un petit olette en train de jouer de la double flûte. À gauche un discobole et à côté de lui un lanceur de javelot. Et j'aime beaucoup cette photo parce que vous avez un grand trou là, et ce grand trou, il ne remonte pas à l'époque étrusque, il remonte à l'époque moderne, contemporaine. Ce sont des pilleurs de tombes, des tombaroli, qui ont fait un trou dans la paroi en espérant trouver une autre tombe derrière, pour éviter d'avoir à tout recreuser depuis le sol. C'était évidemment une communication beaucoup plus rapide. La suivante. Oui, alors là, c'est passionnant parce que vous avez, ça c'est mon collègue Jean-René Jadot qui avait bien montré ça, vous avez un cible de QZ avec trois boxeurs, ils ont bien l'attitude de la boxe, qui sont en train de danser devant un joueur de double flûte. C'est un ballet de la boxe, comme il en existe encore, comme certains chorégraphes en ont créé à l'époque contemporaine et qui montre bien toute l'importance qu'avait le pugilat, la boxe dans l'Antiquité. C'est vraiment un élément important qui caractérise tout à fait le sport étrusque, l'importance des sports de combat, en particulier du pugilat, comme Tite-Live l'indiquait déjà pour le 7e siècle avant notre ère, et comme l'iconographie le montre complètement. La suivante. Oui, voilà une scène de lutte, comme on en voit souvent à Cusy, passons, c'est pas un document magnifique. Alors, j'en arrive à Tarquinia pour parler des autres épreuves. Vous voyez Tarquinia sur la carte à 100 km au nord de Rome. Je vous ai montré une image du principal temple de Tarquinia, la Rade et la Regina. La suivante, les fameux petits chevaux de Tarquinia,
cet élément de décor de terre cuite qui date des années 400 avant notre ère et qui représentait d'ailleurs un char sur lequel était un dieu ou une déesse. Vous voyez le timon qui apparaît juste à droite derrière la croupe des chevaux. Motif célèbre évidemment. Alors, voilà, pour vous montrer les autres épreuves, qui étaient cette fois les épreuves légères. Je m'attarde une seconde sur la tombe des Olympiades et sur cette image. La tombe des Olympiades, et vous avez la magnifique course de chars de Bige en haut, un boxeur un peu sur la gauche, mais c'est abîmé, et sur l'autre paroi, toute une série d'athlètes. La tombe des Olympiades, c'est intéressant parce qu'elle a été trouvée, la tomba delle Olimpiadi, elle a été trouvée en 1958, grâce aux méthodes modernes de détection où on fait passer une sorte de périscope à l'envers en haut de la tombe avec un appareil photographique pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand on a vu ça, on l'a appelée la tombe des Olympiades, la tomba delle Olimpiadi. Et en fait, ce nom ne vient que du fait qu'en 1960, 2 ans après, il y avait les Jeux olympiques à Rome, les Jeux olympiques modernes à Rome. Mais pour tout le monde, c'est l'impression que les Étrusques ont imité les Grecs dans tout, comme s'ils avaient fait des Jeux olympiques eux aussi. Alors que, comme je le résumerai tout à l'heure, les Étrusques, au contraire, ont fait preuve de beaucoup d'originalité et ont beaucoup plus appris aux Romains qu'ils n'ont eux-mêmes emprunté aux Grecs. Donc, vous avez tous les motifs athlétiques et même à droite, une scène très intéressante qui est la scène dite du fersou, ce qui en étrusque veut dire le masque. Je ne sais pas si j'ai montré d'autres images, je crois que oui après. Voilà, voilà la scène là. Ça, c'est la scène tirée de la tombe des augures. C'est la même scène. Hein. Manifestement, il y avait des cartons qui circulaient ou des artistes qui circulaient. Vous voyez qu'on lance un bourreau masqué, il porte une fausse barbe, lance un molosse sur un malheureux qui a la tête encapuchonnée et qui subit les assauts de ce chien. Alors, là encore, ça fait couler beaucoup d'encre. On a parlé de l'origine des combats de gladiateurs. La seule chose que moi, je vous dirais, c'est que le nom de ce masque, de ce personnage masqué figure, c'est Fersou. Or, Fersou, en étrusque, c'est ce qui a donné le latin persona, et persona, le sens premier, c'est le masque. C'est un mot d'origine donc étrusque. Il s'agit peut-être d'une forme d'exécution, de condamnation à mort, comme on a pu en voir à plusieurs reprises. La suivante. Alors, là, on arrive donc c'est bizarre, je crois que j'en avais plusieurs. Ça ne correspond pas aux indications que j'ai marquées sur mon papier. Enfin, c'est pas grave. Là, vous avez donc en haut. Et c'est bizarre parce que je croyais montrer les courses athlétiques d'abord. Bon, écoutez, on va commenter ce qu'on a sous les yeux. Donc la course hippique, et vous voyez donc une course de biges, de chars à 2 chevaux, avec le vainqueur possible qui se retourne. Et ce sur quoi je veux insister, c'est sur la tenue de ces cochers. Ils portent une courte tunique. Ils ont les guides noués autour de la taille. Et ils tiennent dans les mains un fouet. Eh bien, tout ça, c'est complètement différent du cocher grec et ça va être repris systématiquement par les courses de chars à Rome,
par les Jeux du cirque à Rome. C'est un point qui est tout à fait significatif. La suivante. Voilà, vous avez donc là les épreuves légères figurant sur l'autre paroi de la tombe, avec en haut et en bas, plutôt en bas, 3 coureurs à pied, un sauteur en longueur qui tient sans doute des haltères dans les mains, comme en Grèce, hein, et un discobol. Voilà 3 épreuves légères en 20 avant notre ère. La suivante. Voilà, donc gros plan. Et vous voyez, un point intéressant encore, c'est que ces athlètes portent une ceinture. En réalité, ils portent un pagne si on regarde de près. Et là encore, c'est une différence par rapport à la nudité athlétique grecque. La suivante. Voilà notre discobol, toujours avec sa ceinture, et le sauteur en longueur. La suivante. Oui, ça c'est un CIP de QZ qui est assez intéressant parce que on voit d'une part des juges sur une tribune avec sans doute les récompenses des vainqueurs dessous, et puis complètement à droite, vous avez un personnage, bon, je ne sais pas si vous le voyez bien, qui tient à la fois un javelot et un disque, qui vient chercher aussi sa récompense. Donc, est-ce que c'est une allusion à un possible pentathlon? En tout cas, manifestement un athlète qui a disputé 2 épreuves légères. La suivante. Voilà, un sauteur en longueur sur un miroir gravé qui saute aussi avec accompagnement musical, hein, vous le voyez. Et ça, les Grecs le connaissaient aussi pour le saut en longueur. Oui, alors voilà un lanceur de javelot avec la façon dont on lançait le javelot, avec une boucle qu'on appelle un amentum en latin, qui permettait de propulser l'engin beaucoup plus loin, en lui donnant une sorte de mouvement de vrille, comme une balle dans un canon pour nous. C'est que, vous voyez, ce qu'on appelle un suspensoire, c'est-à-dire que la nudité athlétique est respectée, mais les Étrusques, par réalisme, ont bien montré que les athlètes, et c'est vrai aussi dans certains cas en Grèce, il y a très peu de représentation, parce que les Grecs ont favorisé l'idéalisme, donc la beauté de l'athlète entièrement nu, tandis que là, les Étrusques, par réalisme, ont montré que les athlètes, en fait, portaient, alors ça s'appelait en grec kunodesmai, mais c'est l'équivalent de notre suspensoire dans le monde sportif contemporain. Alors, c'était ce lanceur de javelot, vous le voyez ici en vrai, si je puis dire, dans la tombe du singe, la tomba della scimmia à Chiusi, mais malheureusement, la peinture, bien qu'elles aient été restaurées, ces peintures, est assez effacée. Vous avez 2 boxeurs et à gauche ce lanceur de javelot que vous venez de voir en dessin de façon nettement plus frappante. Après, voilà, alors là, un dessin de la fin du 19e siècle montrant nos boxeurs, notre lanceur de javelot, qui tous sont munis de ce suspensoire. Les boxeurs, c'est intéressant, mais il faudrait commenter ça longuement du point de vue de l'histoire de l'art. Celui de droite est représenté avec selon un schéma réversible, c'est-à-dire que l'image du buste pourrait convenir aussi bien au torse qu'au dos, si vous voulez, à la poitrine qu'au dos. La suivante.
Oui, alors là, ce sont des terres cuites moulées représentant, pour l'une d'entre elles, ça vient de Mourlot au sud de Sienne, au sud de Sienne, à 25 km au sud de Sienne. Et c'est une des très rares images que l'on ait d'une course avec des jockeys. Parce qu'après, les Étrusques, comme les Romains, préféreront les courses de cavaliers acrobates, ce qu'on appellera en latin des desultores. Et vous avez à gauche un chaudron sur une colonne qui est le prix de la récompense. 25 km au sud de Sienne, c'est-à-dire on penserait au Palio. On penserait au Palio à Sienne, sauf que le Palio apparaît très tardivement. Il n'y a pas de rapport, évidemment, entre cette image étrusque et le Palio, qui en fait est guerre antérieure au XVIIe siècle. Voilà le dessin de ces trois jockeys sur leur... Oui, qui m'ont accru, évidemment. Alors, on en arrive... Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai laissé l'autre tout à l'heure. On en arrive à cette tomba de l'Olympiadi avec nos cochers. Pourquoi est-ce que les Étrusques ont choisi cette technique avec les guides noués autour de la taille? Parce que le grand problème, quand on est cocher, c'est de ne pas perdre les guides. Si vous perdez les guides, c'est comme si vous perdez le volant. Il n'y a plus moyen de conduire le char. Or, ces courses étaient des courses de galop sur un sol qui, s'il était un peu aménagé, ne correspondait pas aux pistes actuelles. Et le cocher est debout sur la caisse du char, qui est quand même une sorte de caisse à savon, même s'il y avait des tentatives d'amortisseurs. Si vous voulez. Mais, donc c'était très difficile, c'était très dangereux. Et donc on tombait souvent, d'où les naufrages, entre guillemets, qui sont représentés, comme on le voit à droite, et qui sont parfaitement réalistes. Des chutes, il y en avait souvent, parce que c'était difficile, très difficile. Et ce n'est pas la peine d'aller chercher des explications symboliques là où l'image d'une course s'impose absolument. Je ne vais pas polémiquer là maintenant, c'est pas le lieu. Voilà, donc vous voyez le cocher grec par excellence, l'Orige de Delphes, 1470-460 environ, qui tient les guides dans les mains et qui a une longue robe plissée, une longue tunique plissée, qui n'a pas de casque, alors qu'on voit un des Étrusques qui a un casque. Donc là, on voit bien les différences entre les deux. Ce n'est pas du tout la même technique, le même vêtement qui sont envisagés. Ensuite, voilà un dessin représentant un cocher grec par excellence. Regardez au passage, l'Orige de Delphes, c'est le mot français, c'est le mot latin qui a été utilisé. Je disais c'est le mot français parce que c'est les Français qui l'ont trouvé, l'Orige de Delphes. Mais on l'a appelé l'Orige d'après le terme latin. Si on l'avait appelé en grec, c'est Eniokos. Si on l'avait appelé l'Énioque de Delphes, je suis sûr que la statue aurait eu moins de succès qu'elle n'en a encore aujourd'hui. Tandis que l'Orige, dans l'Orige, il y a de l'or, il y a du prodige, un très beau. Alors, autre différence. Voilà un relief de Chiusi où vous voyez une course de chars. Or, ce sont des triges, des chars attelés à 3 chevaux. Eh bien ça, et vous voyez que sinon, le reste, vous le connaissez déjà, les guides noués autour de la taille. 470 avant notre ère. Or ça, les Grecs ne connaîtront jamais de course de trige, alors que les Romains vont reprendre ce point. Il y avait à Rome, sur le champ de Mars,
un hippodrome d'entraînement, surtout un cirque d'entraînement, qui s'appelait le Trigarium et qui tirait son nom de la présence des triges qui avaient dû être amenés là par les Étrusques au moment des rois étrusques, des Tarquins, en tout cas, dès cette époque. Et c'est encore un des points sur lesquels différence avec la Grèce, influence sur Rome. Voilà, ça c'était un vase à figure noire où on voit encore une course de trige avec un naufrage au premier plan, hein. Un vase qui est conservé à Berlin, comme le dit la légende dessous. Ah, oui. Et là d'ailleurs, une terre cuite étrusque, très curieuse parce que vous avez des chars, et on retrouve la même technique avec les guides noués, mais des chars, il y a à la fois des biges et un trige à droite. C'est bizarre, c'est sûrement pas accorder une valeur particulière à ce type de mélange, mais en tout cas, ça montre bien que c'était deux types de chars, alors que les Étrusques ne connaîtront jamais les courses de quadrige. C'est très étonnant. Les Romains, si, après, vont les retrouver, mais les Étrusques ne les connaissent pas. Alors, je parlais tout à l'heure des courses de cavaliers acrobates, de cavaliers voltigeurs. Eh bien, dans une tombe très proche de la tombe des Olympiades, d'ailleurs on l'appelle la tombe du maître des Olympiades, vous avez là une représentation de cavaliers voltigeurs. Vous voyez, vous avez des personnages qui courent avec deux chevaux, et on en voit à gauche un cavalier qui est en train de sauter à terre et qui va ensuite courir à pied. Il y avait deux types de courses, celle-là, et puis celle qui va s'imposer à Rome après, où on partait avec deux chevaux, effectivement, et où le desultor sautait d'un cheval sur l'autre selon un rythme que nous ne connaissons pas exactement. Et c'est une image qui plaisait beaucoup aux poètes latins. Et Ovide, par exemple, dit dans un de ses poèmes « Non sum desultor amis », je ne suis pas un voltigeur d'amour. On comprend ce que ça veut dire sur la fidélité du personnage. La suivante, voilà le gros plan sur notre cavalier voltigeur. Oui, alors, c'était donc après les épreuves hippiques. Je voulais passer à un avant-dernier point. Je ne sais pas du tout quelle heure il est. Ah oui, il est midi. Passé. Bon, donc je laisserai le dernier point sur la religion, finalement, hein, sur les aspects religieux. Simplement, je vous montre ça pour terminer. On n'a pas retrouvé de vrai cirque étrusque. On aimerait. Mais vous avez vu la représentation de la tribune. Donc, ça existait, en fait. En tout cas, des choses provisoires. Mais il est clair qu'il y avait au pied des collines sur lesquelles se trouvent beaucoup de villes étrusques, des espaces plats sur lesquels on organisait ces courses de chars. Et pour ce qui est des autres épreuves, on a trouvé à Tarquinia toute une série de tombes d'époque orientalisante, comme on dit, c'est-à-dire du 7e siècle avant notre ère, où la tombe elle-même est précédée d'un dromos, mais très large, avec même des gradins. Et donc, on peut penser que certains spectacles funèbres, certains sports, la boxe, la lutte, étaient organisés dans le dromos devant la tombe. La suivante. Voilà un des gradins, des volets de gradins qui se trouvent dans un de ces dromoi place. Hein. Ce n'est pas simplement un couloir, là, mais une véritable petite place. La suivante. Voilà, donc le dessin avec les différents gradins tout autour. Et puis hein, là, on voit moins bien, mais c'est une découverte récente dans ce qu'on appelle l'étrurie rupestre, l'étrurie des nécropoles rupestres. Et la suite.
Voilà, donc là, retour à la tombe des Biges, avec ces calques du 19e siècle qui sont tout à fait extraordinaires et qu'on peut vraiment comparer à... Elle n'est pas complètement détruite, cette tombe, donc on peut faire des comparaisons. Elle a été déposée, restaurée, et elle est exposée dans le musée même de Tarquinia aujourd'hui. Alors que beaucoup d'autres tombes sont encore in situ, hein, en place. Elle est intéressante celle-là parce qu'en plus elle a deux zones superposées. Nous, celle qui nous intéresse ici, c'est celle d'en haut qui représente des sports, la suivante. Voilà. Et c'est là où dans les angles, il y a la représentation des tribunes que je vous ai déjà montré tout à l'heure, avec, vous voyez, les chars à droite et les athlètes sur la gauche. Et la suivante. Voilà, donc, et c'est là, dans ces tribunes surmontées de Vela, hein, de Vela, vous les voyez en haut, qu'il y a tous ces personnages avec des hommes et des femmes mêlés. On voit même une femme qui tient son compagnon par le cou, et manifestement, et là, en bas, c'est une femme qui est au premier plan. On les reconnaît très bien à leur bonnet, ce qu'on appelle un tutulus, et on les reconnaît aussi au modelé de la poitrine. Donc, il n'y a aucune hésitation là-dessus. Mais en tout cas, on sait que pour les Étrusques, le statut de la femme était nettement supérieur à celui que celle-ci connaissait dans le monde grec. Mais c'est un des points sur lesquels il y a une différence absolument considérable entre l'Étrurie et la Grèce. Et au contraire, comme je le disais tout à l'heure, les Romains vont toujours, même quand Auguste voudra mettre un peu d'ordre moral dans tout ça, les Romains garderont toujours cette mixité au cirque, pas au théâtre, mais au cirque. Et c'est pour ça que Ovide dit dans un de ses poèmes, L'Art d'aimer ou Les Amours, oui, le cirque, c'est un élément très bien parce que c'est un endroit très bien parce que on est très serré sur les gradins, on peut parler à sa voisine, favoriser ceux qu'elle favorise, et Ovide, toujours évidemment érotique, termine en disant « Bon, ton cocher favori n'a pas gagné, mais moi, en tout cas, je remporterai ma victoire ailleurs. » Bon, là encore, on met ce qu'on veut là derrière. Et je crois que je vais peut-être m'arrêter là.